Oui, oui, ça faisait un moment que j'avais pas publié de vidéo sur cette chaîne et j'en suis désolé, mais j'avais besoin de vacances, de me recentrer sur mes lectures et surtout de dormir parce que j'étais extrêmement fatigué. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vous propose de faire les reviews lectures du moment qui sont et de la BD franco-belge et du comics. Et je vous propose de commencer tout de suite avec un tome 3 qui a su me convaincre et appuyer les propos que j'avais déjà émis dans ma dernière vidéo sur le tome 1 et le tome 2. Il s'agit de Friday, tome 3, scénarisé par Ed Brubaker, dessiné par Marcos Martin, un récit sur lequel eh bien, je suis tombé totalement par hasard, et c'est vrai que je ne m'en rappelais plus, mais c'est un récit qui avait été largement mis en avant par la cave du Mince, qui a de très très bon goût, il faut le dire. Friday nous raconte l'histoire de Friday, tout simplement, qui va revenir à King Hills pour les vacances et qui va enquêter avec son ami Lancelot sur une enquête qui va l'emmener entre les frontières de l'étrange et du fantastique, de l'horrifique, et on va vraiment retrouver tout ce qu'on aime quand on est un enfant des années 90, avec ce côté très X-Files, très Stranger Things, mais aussi très Stephen King en réalité. Un récit très mature, très sombre, surtout avec ce tome 3, qui va nous embarquer tant par son rythme que par son scénario, son histoire qui est absolument incroyable, et ses planches qui, attention, planches pourraient notamment déplaire à certains d'entre vous, je le sais, qui pourraient être exigeants et qui pourraient un petit peu être matrixés, si je puis me permettre, par rapport aux dessins beaucoup plus épuré, beaucoup plus peut-être informatique aussi, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, ce n'est pas parce que vous voyez ce genre de dessin que ce n'est pas beau. L'art reste subjectif, bien évidemment. Moi, j'ai adoré Friday, de par sa proposition, de par son rythme, de par sa dynamique, de par son côté très mature, puisqu'on va quand même nous plonger dans une enquête, et ce récit a aussi cette particularité d'être un polar, d'être un thriller. Alors, encore une fois, qui borde avec le fantastique, l'horrifique, mais qui va également border avec l'onirique, puisqu'il y a un certain côté très poétique dans Friday, mais un côté que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, et où Marcos Martins et Ed Brubaker s'amusent tous les deux. Alors vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a une très très belle fin également dans ce récit. Une fin qui m'a convaincu, qui pourrait laisser entendre à une suite, mais il va falloir lire tout ce que nous racontent Ed Brubaker et Marcos Martins à la fin de ce récit, tout simplement parce qu'en fait, on nous explique eh bien, que ce récit aura mis 5 ans quand même à voir le jour, et c'est pas rien, ça a mis beaucoup de temps honnêtement. Donc vraiment, Friday est un récit que je vais vous recommander d'acheter, de lire, parce que c'est une petite claque. Les deux premiers tomes sont déjà dans ma bibliothèque, et ce troisième tome va aller rejoindre les autres, puisque ça c'est un titre dont que je vais garder et que je vais me faire un plaisir de relire prochainement. Allez, on continue cette fois. Allez, cette fois on continue du côté de chez Dupuis avec American Parano tome 2. Je vous ai déjà parlé du premier tome d'American Parano qui nous plonge dans le San Francisco des années 67, dans lequel on va suivre l'inspectrice Kim Tyler qui va devoir résoudre un meurtre, enfin plusieurs meurtres en réalité, qui ont un côté très occulte finalement, puisque eh bien, les victimes vont se retrouver avec un pentagramme dessiné sur le corps, je crois, enfin sur le ventre ou sur le torse, je ne sais plus exactement. Pour rappel, American Parano tome 1 m'avait laissé un petit peu perplexe. J'avais pas forcément beaucoup aimé, mais j'avais pas non plus forcément beaucoup détesté en réalité. Je ne savais pas trop quoi en penser. Et j'avoue que c'est pas beaucoup mieux avec ce tome 2 en réalité. Alors, je trouve que c'est très bien amené, qu'il y a de très belles choses dans le scénario et dans les thématiques, puisque les thématiques, encore une fois, on va nous parler de la place de la femme au sein de la police de San Francisco dans les années 70. On va nous parler également du côté jeunesse. On va nous parler
bien sûr de d'autres thématiques très intéressantes autour de l'occulte et qu'est-ce qui motive les gens à se faire passer pour le diable ou pour un démon. C'est ce que je trouve très intéressant finalement. Mais d'un autre côté, malheureusement, je trouve que en fait, ça fait son petit bonhomme de chemin, American Parano, sans jamais réellement me convaincre de par ses propos, de par son enquête, de par tout ce qu'on y voit, en fait. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Honnêtement, il y a quand même une belle proposition et graphique et scénaristique, hein, il faut le dire. C'est pas non plus la pire BD de l'année que j'ai lue, hein, qu'on se le dise très clairement. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été moins convaincu que d'autres BD, et notamment que Friday tome 3, puisque c'est de ce récit dont je viens vous parler. Donc c'est vrai qu'à sortir de Friday et lire American Parano tome 2, c'est clairement pas mauvais, mais on est quand même à 2-3 crans largement en dessous de ce qu'on vient de lire. Et c'est un petit peu dommage. Je trouve que la résolution de l'enquête, elle se fait rapidement, elle se fait facilement. Il n'y a pas réellement de surprise dans la résolution de l'enquête, et la fin m'a laissé quelque peu pantois en fait, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de surprise. On s'attendait à des révélations, et une fois ces révélations faites, on tombe pas forcément des nues, et c'est ce que je trouve un petit peu dommage avec ce deuxième tome d'American Parano. Et ce mois-ci, je me suis fait plaisir puisque j'ai lu du Astérix. Et oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps déjà, je m'étais procuré un lot sur Vinted de 6 Astérix et Obélix. Et donc j'ai lu ce premier tome, le Papyrus de César, que j'ai trouvé très intéressant, qui est écrit par Jean-Yves Ferry et dessiné par Didier Conrad, hein, ce n'est plus Goscinny et Uderzo bien évidemment. Un récit qui nous raconte l'histoire de César qui va écrire un texte sur la guerre des Gaules, commentaire sur la guerre des Gaules, sauf que dans ce livre qu'il va écrire, il va tout simplement écrire un chapitre qui s'appelle « Le revers subi face aux irréductibles Gaulois d'Armorique ». Et l'un de ces, je ne sais pas comment on appelle ça, de ses scripts peut-être, ou de ses conseillers, va lui conseiller de supprimer ce chapitre de son livre qui fait extrêmement tâche. Sauf que pas de chance, ce chapitre va se retrouver à un moment donné dans les mains de nos chers amis les Romains, les Gaulois, et va s'en suivre ce qui va s'en suivre. Alors très honnêtement, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est sérieux, hein, pour autant ça reste du Astérix et du Obélix, donc ça s'adresse vraiment à tout âge, pour le coup, mais surtout c'est que ça explore des thématiques plutôt intéressantes et intelligentes, c'est-à-dire qu'on va nous parler de l'écriture, on va nous parler de l'information, de la manipulation de l'information, on fait des références quand même aux réseaux sociaux, ce que je trouve très intéressant, oui, c'est bien écrit parce que on nous parle de plusieurs thématiques différentes tout en restant dans ce côté très léger, très humoristique d'Astérix et Obélix, mais sans que l'un ou l'autre vienne prendre le dessus. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec ce récit, j'ai beaucoup rigolé également. Et vraiment, c'est une très très belle découverte, puisque c'est un récit que moi je n'avais pas lu, hein, c'est le 36e tome, donc autant vous dire que je ne l'avais absolument pas lu. Donc oui, très convaincu par ce Astérix, le Papyrus de César. Et j'ai lu également un deuxième titre d'Astérix et Obélix, il s'agit du 39e tome, Astérix et le Griffon. Astérix et le Griffon qui nous raconte tout simplement l'histoire d'un autre peuple qui a besoin d'aide, et l'aide notamment des Gaulois, puisque ce peuple est en train de se faire envahir par les Romains. Et pourquoi ils se font envahir? Tout simplement parce que César souhaiterait capturer un griffon et le ramener tout simplement pour les jeux. Donc voilà. Bon, très honnêtement, ce récit est très en dessous du Papyrus de César, tout simplement parce que on n'explore que des thématiques plutôt classiques dans l'univers d'Astérix et d'Obélix. Il n'y a pas de sous-écriture, en tout cas j'en ai pas vu, peut-être que je me trompe, hein, vous avez le droit de me le dire dans les commentaires. Mais j'ai trouvé vraiment ce récit, que ce soit en termes de rythme, que ce soit en termes de thématique, de profondeur d'écriture,
beaucoup plus en dessous que le Papyrus de César. Pour autant, c'est pas un récit que j'ai boudé, hein, j'ai clairement pas boudé ma lecture, j'ai pris plutôt beaucoup de plaisir, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Pour autant, c'est sympa parce que moi, Astérix, c'est une collection que je fais notamment pour transmettre à mon fils tôt ou tard. Allez, on continue du côté de chez Glénat cette fois. Bah non, parce qu'en fait, je crois que Friday était déjà chez Glénat. Avec les Chroniques des Mondes d'Aria, une très très belle BD qui va nous raconter l'histoire de Yotun, le voleur aussi roublard que rusé, qui va croupir dans une cage et qui va être approché par un homme très étrange qui va lui donner qui va lui proposer un marché en réalité. Il va lui proposer ce marché que s'il le libère, eh bien, Yotun devra tout simplement sauver le monde. Et jouer les héros, c'est pas vraiment le caractère de Yotun, hein, qui est un voleur et qui n'a pas forcément toutes les compétences, toutes les caractéristiques du héros. Mais pour ce faire, notre cher ami va lui transmettre plusieurs artefacts qui vont lui donner des pouvoirs et des compétences qui sont censés l'aider dans sa quête de sauver le monde. Alors je vous en dis pas beaucoup plus, mais en tout cas sachez que c'est une BD que j'ai vraiment appréciée de par son style graphique et de par son scénario. Scénario qui est plutôt intéressant puisque là on est clairement dans l'heroic fantasy avec des planches qui clacassent. Vraiment, cette planche elle est absolument magnifique. On a des couleurs qui sont absolument magnifiques aussi, je trouve, qui rentrent très très bien dans l'univers de l'heroic fantasy. L'auteur que je ne connaissais pas, Lafleur, Fibre Tigre et Tala Rico, qui sont au scénario et au dessin, ont très bien compris l'heroic fantasy. Vraiment, vraiment, je trouve que c'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait. On a ce côté aussi très MMORPG qui ressort. Enfin, moi, j'y retrouve mes parties de Donjons et Dragons et de Warhammer que j'aimais tant. Et ouais, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Regardez-moi ces cases, elles sont absolument magnifiques. Et surtout, en vrai, j'ai trouvé que c'était plutôt surprenant. Vers quoi ça nous emmenait. Je m'attendais pas du tout à la fin, donc oui, ça fonctionne très très bien. Et c'est une belle BD que je ne peux que vous recommander, qui allie parfaitement le côté heroic fantasy, donc quête, aventure, avec le côté humour, avec le côté action, avec le côté quête, comme je l'ai dit. Donc non, ça fonctionne plutôt bien, vraiment. Et encore une fois, je suis plutôt très satisfait de cette lecture. Très rapide, hein. C'est une BD, il y a très peu de pages. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai adoré la fin, puisque la fin, vous propose de devenir tout simplement maître du jeu. Voilà, avec Yotun notamment, qui est un voleur, qui a des caractéristiques, des points de vie, etc. Donc, c'est vraiment très très cool, je trouve. En tout cas, très très belle inspiration des JDR, hein, tout simplement, mais vraiment très très bien pour le coup. Et on va finir du côté de chez Glénat avec Les Yeux Doux, un récit qui nous plonge dans un futur dystopique qui va critiquer la société qui, a tout simplement des panneaux publicitaires très sexy, comme on le voit sur cette cover, mais qui surveille, les gens et leurs moindres faits et gestes. Et on va suivre plusieurs personnages, et notamment le personnage d'Anatole. Anatole est l'employé du mois. C'est lui notamment qui dénonce certaines personnes qui commettent des méfaits, sauf que Anatole, il l'a pas vu venir, mais il va tomber amoureux de ce personnage qu'il va dénoncer, qu'il va mettre en cage, et il va se retrouver du mauvais côté de la barrière. Les Yeux Doux, c'est un récit qui va critiquer l'ultralibéralisme, qui va critiquer le consumérisme, qui va critiquer le capitalisme, monde dystopique très sombre, étouffant, dans lequel les gens en ont marre d'être pris pour des animaux, des vaches à lait, des esclaves, en ont marre parce que leur statut peut changer du tout au tout, ou les reclus de la société, les gens mis de côté, vont devenir invisibles aux yeux des autres, et c'est très très bien imagé par l'auteur qui va nous montrer les conséquences qu'a cette société sur le reste du monde, en nous expliquant que oui, des personnages peuvent devenir invisibles, littéralement. C'est un récit qui allie agréablement un très beau message, et à la fois de l'humour, de la romance, un côté presque poétique, encore une fois.
qui est décalé, contrasté par rapport à ce qu'il raconte. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé ce récit qui nous parle de choses assez difficiles à certains moments, assez dures à certains moments, mais qui va malgré tout nous apporter beaucoup d'humanité dans ses propos, et c'est ça que je trouve très très beau, et j'ai été vraiment conquis par Les Yeux Doux, que ce soit par les dessins, que ce soit par l'ambiance, que ce soit par le scénario, que ce soit par les propos, et je ne peux que vous recommander ce récit, qui est plutôt un mastoc, honnêtement. En tout cas, je l'ai pris parce que j'ai vu quelqu'un d'autre en parler, je crois que c'était La Cave du Mille, s'il me semble, et ça m'avait plutôt chauffé. Et clairement, je n'ai pas été déçu du tout par ma lecture, bien au contraire. Donc c'est un récit que je vous recommande vraiment. N'hésitez pas à foncer dessus au même titre que les Chroniques des Mondes d'Aria ou au même titre que Friday tome 3 par exemple. Voilà, j'espère que cette petite review beaucoup plus portée sur la BD que sur le comics vous aura quand même plu. Je vous rassure, les prochaines vidéos seront quand même axées très comics, hein, puisqu'on va parler de Ultimate Universe, on va parler des sorties du label 619, on va parler de beaucoup de choses, donc ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que j'avais envie de lire un petit peu autre chose et de me porter dans d'autres mondes que celui de la BD américaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à la liker, à la repartager, c'est très important, ça fait vivre la chaîne, et puis ça me soutient d'une certaine manière, donc merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à chaque vidéo. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, hein, de grands comics et de grandes BD impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde.